pour une inclusion positive. C'est la séquence que nous poursuivons avec le ministre de l'Éducation nationale. L'inclusion positive, une affaire d'éducation, c'est ce qu'il va venir développer comme point de vue devant vous. Merci d'accueillir comme il se doit Monsieur le ministre Jean-Michel Blanquer, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, cher Alain Juppé, Monsieur le maire, cher Jacques Attali, Madame la sous-préfète, Mesdames et Messieurs les élus en vos grades et qualités, Madame la rectrice, Mesdames et Messieurs les professeurs, je sais que vous êtes un certain nombre dans cette salle, Mesdames, Messieurs et chers élèves, chers étudiants qui êtes aussi présents. Je vous remercie et je remercie tout particulièrement Jacques Attali de me permettre de m'exprimer sur un sujet qui est aussi essentiel, c'est-à-dire le rôle fondamental des territoires pour l'avenir de notre nation. Je veux vraiment souligner le remarquable travail qui est accompli ici, aussi bien par la mairie du Havre que par Jacques Attali et toute son équipe, pour réfléchir sur le bien-être de la planète, tout simplement le bien-être de ses habitants, et sur l'enjeu des territoires à l'échelle mondiale désormais. Le terme de positif, dans la façon actuelle d'envisager parfois l'avenir de la planète, me paraît essentiel. Trop souvent, on nous tient des discours pessimistes, inquiets, alors même que, bien entendu, les périls sont nombreux dans le monde tel qu'il est, mais les opportunités et les possibilités de vaincre ces périls sont non moins nombreuses. Et le terme de positif porte donc l'idée de progrès. Cette idée de progrès est certes entrée en crise dès le XXe siècle, mais elle reste une idée valable, une idée que nous avons de notre héritage des Lumières, et nous devons toujours porter l'idée de progrès, même si cette idée, évidemment, se complexifie avec les défis du développement durable en particulier. Mais même cette complexité est belle. Et les défis du XXIe siècle, s'ils sont nombreux, sont des défis qui doivent nous engager. Rien ne sert de le nier, il y a des tentations de repli, et parfois les inquiétudes du monde dans lequel nous sommes conduisent parfois à un cercle vicieux de l'inquiétude, du pessimisme, du repli et parfois du rejet. Dans son discours qui a été prononcé cette semaine devant l'Organisation des Nations Unies, il y a 3 jours, le président de la République a remarqué que nous disposons d'atouts formidables dans ce monde qui vient. Le premier d'entre eux, c'est la connaissance. Et bien sûr, c'est en tant que ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse que je m'exprime devant vous aujourd'hui, mais ce n'est pas la première fois que je viens dans ce forum. Avant même d'être ministre, j'y venais, parce que je considère que c'est dans ce type de forum que, justement, nous brassons de la connaissance et nous brassons de la possibilité d'avoir une vision prospective positive grâce à la connaissance. C'est la connaissance, a dit le président de la République, mais c'est aussi la capacité à innover. Et puis les financements qui vont avec cela. Et là aussi, on ne peut que saluer tout le travail de Jacques Attali maintenant depuis des années et des années pour relier ces sujets, pour ne pas seulement avoir une vision théorique de ces enjeux du futur, mais aussi une vision pratique qui suppose une capacité à définir la nouvelle économie, une économie positive, dont justement les progrès vont avec la capacité à avoir une vision à long terme, à respecter notre environnement et avoir toujours comme critère, évidemment, l'être humain. Les critères de positivité que vous avez retenus pour les pays et pour les territoires, c'est-à-dire à la fois la capacité à innover et à produire des richesses et à les redistribuer au service de l'intérêt général, incarnent parfaitement ce besoin de responsabilité qui est à définir aujourd'hui. Et ceci suppose aussi une vertu qui a été soulignée justement par le président à l'occasion de ce discours devant les Nations Unies. Cette vertu, elle est ancienne, je dirais même qu'elle est antique, mais elle est sans arrêt à redécouvrir et nous en avons besoin à la fois pour ce que nous avons à dire et pour ce que nous avons à faire. Cette vertu si simple, mais en même temps parfois difficile à mettre en œuvre, c'est le courage. Le courage de nommer les problèmes, le courage d'apporter des solutions qui ne soient pas simplistes, le courage d'agir, le courage d'assumer. Et donc le premier investissement dans ce monde qui vient, dans ce monde de la connaissance et de l'innovation, c'est bien sûr l'investissement éducatif. Et je porte évidemment très fortement cette idée, non pas seulement parce que c'est aujourd'hui un jour de présentation du budget pour la nation et que justement nous avons une croissance du budget de l'éducation de l'ordre de 2%, et que je plaide évidemment toujours pour que cette augmentation soit importante, mais parce qu'à une échelle plus vaste, que ce soit à l'échelle européenne ou à l'échelle mondiale, nous avons besoin de considérer d'un point de vue économique que l'éducation
correspond à une dépense d'investissement. Car les investissements ne sont pas seulement matériels, ils sont aussi immatériels. Et le premier des investissements, c'est évidemment l'investissement éducatif. Cela devra avoir des conséquences dans le futur, dans notre manière même de concevoir les budgets, dans notre manière même de concevoir l'économie. Nous savons d'ores et déjà que les sociétés du futur sont des sociétés où la santé et l'éducation vont occuper une place particulièrement importante. Et nous ne devons pas les considérer comme simplement des dépenses sociales qui interviennent parfois même a posteriori pour réparer des problèmes, mais nous devons les considérer comme des dépenses économiques et sociales qui sont à considérer comme des investissements et qui produisent des cercles vertueux pour le progrès d'un pays. C'est pourquoi cette conception de la dépense éducative me paraît essentielle, notamment à l'échelle européenne. Et c'est d'ailleurs une idée que nous porterons avec Bruno Le Maire au mois de novembre, lorsqu'il y aura un Conseil européen réunissant et les ministres de l'économie et les ministres de l'éducation. On est de nouveau devant ce fameux « en même temps ». Il ne faut pas qu'il y ait des forums comme celui-ci où on ne parlerait, par exemple, que de l'aspect social, et d'autres forums où on ne parlerait que de l'aspect économique. Il faut des forums, comme c'est le cas de celui-ci, où on réussit à parler de l'économique et du social ensemble pour qu'il y ait des cercles vertueux qui s'enclenchent entre les deux. Et donc, cet investissement essentiel qu'est l'investissement éducatif, nous devons le faire avec une vision de long terme, et c'est évidemment ce que je cherche à faire en tant que ministre de l'Éducation nationale, ici et maintenant, même si nous pouvons aussi avoir une vision dans le futur qui nous permettra d'aller encore plus loin. Je suis évidemment très heureux que vous ayez retenu comme critère d'éducation positive l'attitude des professeurs envers les élèves. La confiance est en effet un mot-clé pour moi, et si nous utilisons ce terme d'école de la confiance, non seulement pour la loi qui vient d'être votée, mais de façon générale pour l'ensemble de l'action de l'éducation nationale, c'est parce que nous voulons avoir une vision systémique de la confiance, un cercle vertueux qui s'enclenche grâce aux relations entre les personnes. La première chose que j'ai faite quand je suis arrivé comme ministre de l'Éducation nationale, c'était dans une assemblée un peu de la dimension de celle d'aujourd'hui, avec les plus hauts cadres de l'éducation nationale. Je leur ai dit, je vous donne ma confiance. Et la confiance que je vous donne, je vous demande à votre tour de la donner aux chefs d'établissement, aux responsables locaux. Je vous demande de leur demander de donner leur confiance aux professeurs. Et de dire aux professeurs de donner leur confiance aux parents, et aux parents de donner leur confiance aux professeurs. Et à la fin, d'avoir confiance dans l'avenir des élèves. Et à la fin, de transmettre aux élèves une confiance en soi qui est absolument décisive et qui n'est pas une qualité très forte que nous avons en France actuellement dans notre tradition éducative. Il y a un instant, vous avez assisté à une séance de méditation. Cela s'inscrit dans cette logique de la confiance, dans cette logique du bien-être, dans cette logique que nous voulons, par exemple, tout particulièrement pour l'école primaire et notamment pour l'école maternelle, qui est au cœur de nos priorités, puisque avec l'instruction obligatoire à 3 ans, ce que nous avons envoyé comme signal, c'est l'importance décisive de cette école maternelle, d'une école maternelle où l'on arrive en confiance, plein du désir d'apprendre. Tout enfant de 3 ans a très envie d'apprendre, il a la curiosité, et la tâche de l'école, c'est de maintenir cette curiosité et même de la pousser plus loin. Et cette curiosité, elle passe par le bien-être, par la volonté d'être avec les autres, et donc par des enjeux de sociabilité. Il y a derrière ces enjeux de l'école, une volonté d'établir une société de confiance. Si nous avons une école de la confiance, nous aurons davantage une société de confiance. La société française, depuis un grand nombre d'années maintenant, n'est pas assez une société de confiance, et nous avons à en retrouver le chemin, notamment par le goût de l'école. Et ce faisant, nous réduirons les inégalités, puisque cela coïncide aussi au second critère que vous avez défini, puisque vous avez retenu comme critère la réduction des inégalités. Or, c'est l'un des rôles majeurs de l'école. Lorsque je définis nos objectifs de l'école de la confiance, je dis toujours, c'est l'élévation du niveau général et la lutte contre l'injustice sociale. La première des inégalités, c'est l'inégalité devant le langage. Quand 2 enfants arrivent à l'école à l'âge de 3 ans, il peut y avoir un rapport de 1 à 4 entre la quantité de vocabulaire que l'un maîtrise par rapport à l'autre. C'est une inégalité fondamentale due aux circonstances familiales, et cette inégalité, c'est le rôle de l'école de la République que de la compenser. D'où l'insistance que nous mettons sur l'école maternelle qui, par le jeu, par la musique, par les arts, par l'épanouissement, permet de faire acquérir du vocabulaire, de la maîtrise du langage, mais aussi l'importance que nous accordons au CP et au CE1. Au moment où je vous parle, en cette rentrée scolaire 2019-2020, eh bien, il y a 300 000 élèves qui sont concernés par le dédoublement des classes de CP et de CE1 dans les réseaux d'éducation prioritaire.
C'est évidemment le cas dans le territoire où nous nous trouvons. Cette mesure commence à produire ses premiers effets. Elle est, je le crois, une des plus grandes mesures sociales qui puissent être prises parce qu'elle va à la racine des inégalités, l'inégalité devant le langage, et elle y va à la racine de la vie, c'est-à-dire dans les premières années de la vie, celle où on apprend à lire, écrire, compter, à respecter autrui aussi, et donc où on apprend la sociabilité. C'est donc une vision à long terme que nous avons, parce que je suis persuadé que ce qui se fait en ce moment pour ces 300 000 élèves qui correspondent à 20% des territoires les plus défavorisés de France, eh bien, ces 300 000 élèves vont avoir des conditions d'apprentissage et des conditions d'entrée dans leur vie d'élève beaucoup plus favorables que leurs aînés, et que ainsi nous préparons une société à la fois plus juste et plus harmonieuse. Nous voulons que 100% des élèves maîtrisent les savoirs fondamentaux à la sortie de l'école primaire, et je crois que c'est une des meilleures manières de préparer l'avenir, alors même que nous entrons dans une société et une civilisation de plus en plus technologique. À mes yeux, la question fondamentale qui nous est posée, et que vous posez au travers d'un forum comme celui-ci, c'est comment est-ce que ce monde de plus en plus technologique peut être un monde de plus en plus humain? La réponse est loin d'être évidente. Nous voyons bien que sont à l'œuvre des processus de déshumanisation. C'est par exemple la standardisation du monde. Hier, j'étais à Bruxelles dans une réunion sur l'éducation, dans un forum sur l'éducation. Je devais être le 5e ou 6e orateur. Et tous les orateurs précédents parlaient la même langue, vous devinez laquelle, quel que soit le pays d'Europe d'où ils venaient. Et je suis tout à fait capable de parler cette langue. J'ai pourtant parlé la mienne. J'en ai même parlé une autre, une troisième, de façon à indiquer que nous voulons la biodiversité, mais nous voulons aussi le pluralisme linguistique, nous voulons éviter la standardisation du monde. Je prends cet exemple, c'est loin d'être le pire. Il y a aujourd'hui un risque de standardisation des modes de vie, un risque d'homogénéité, alors même que ce que nous voulons, c'est que l'humanité, tout simplement, garde sa diversité, garde sa richesse, ce qui d'ailleurs sera facteur de créativité. Eh bien, si nous voulons éviter cela, nous avons besoin de miser sur l'éducation, et ceci ne sera possible que si nous avons une vision partagée de ces enjeux de l'éducation. Et nous devons donc éduquer les générations futures dans cet esprit, et c'est dans cet esprit qu'ont lieu aussi les réformes actuelles de l'éducation en France. L'exemple le plus fort de cela, c'est ce qui se passe en cette rentrée avec les réformes des lycées, la réforme du lycée professionnel, qui introduit des notions comme le chef-d'œuvre, comme la co-intervention, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un cours par un professeur d'enseignement professionnel et par un professeur d'enseignement général, ensemble. Mais c'est aussi la réforme du lycée général et technologique, qui, vous le savez, a comme principe de préparer les élèves à leur réussite après le baccalauréat, en les préparant au baccalauréat. C'est la désartificialisation de l'exercice de préparer un examen comme le baccalauréat, puisque nous ne devons plus avoir du bachotage, mais au contraire, un travail en continu qui permet de se préparer aux compétences du futur. Cette réforme du lycée, nous y tenons beaucoup parce qu'elle a comme principe de développer le choix des lycéens. Les lycéens, en cette rentrée, ont eu beaucoup plus de choix que tous leurs devanciers. Et ces choix doivent leur permettre d'avoir du plaisir à apprendre. Et ayant du plaisir à apprendre, de la capacité à approfondir, on retrouve ce que je disais initialement, c'est-à-dire à la fois l'enjeu d'élévation du niveau général et l'enjeu de justice sociale. La réforme du lycée, c'est aussi l'occasion de différentes innovations. Je pense en particulier à la discipline sciences informatiques et numériques, qui fait son apparition pour la première fois au lycée. C'est un enseignement qui a été choisi par plus de 20 000 lycéens en cette rentrée. Nous sommes devenus, avec cette rentrée, le premier pays au monde à avoir à cet âge-là, c'est-à-dire vers 16-17 ans, une discipline en tant que telle en matière informatique. C'est évidemment là aussi une préparation du futur, avec toute une série d'enjeux derrière cela, comme par exemple notre capacité à orienter davantage de jeunes filles vers les carrières du numérique, alors qu'aujourd'hui, il n'y a que 5% de jeunes femmes dans les start-up. C'est évidemment quelque chose qui doit changer et qui va changer notamment par ce type de mesures. Mais les nouvelles compétences, celles qui préparent le futur, c'est aussi la capacité à s'exprimer. C'est le grand oral qui est dans le nouveau baccalauréat et qui existera à partir de juin 2021 dans le nouveau baccalauréat, mais qui dès maintenant envoie un message à tout le système éducatif, un message cohérent avec ce que je vous disais il y a un instant sur l'école maternelle, c'est-à-dire l'importance d'avoir confiance en soi, l'importance de donner une aptitude à s'exprimer à tous nos élèves. Et c'est là aussi un changement très important dans notre vision de ce que l'école apporte
à chaque enfant et à chaque adolescent. Donc avoir cette approche pour l'école de la confiance, c'est-à-dire une approche qui permet à l'élève progressivement de développer son autonomie, sa confiance en soi, en étant capable de plus en plus de faire des choix, d'avoir aussi des passerelles, de rentrer dans un monde où la formation est de plus en plus tout au long de la vie, est évidemment essentielle. Enfin, et je voudrais terminer par là, et pour être en relation avec les thèmes qui sont ceux de ce forum, nous devons, au travers de l'éducation, contribuer à un renouveau des territoires et à leur attractivité. C'est particulièrement vrai pour les territoires ruraux. C'est pourquoi le président de la République a annoncé qu'il n'y aurait plus une seule fermeture d'école primaire rurale en France sans l'accord d'un maire. Et c'est vrai au travers de différentes mesures qui doivent nous permettre de revitaliser différents territoires de France. C'est le cas par exemple avec la politique des internats. J'ai d'ailleurs souvenir dans cette ville du Havre avec un maire qui s'appelait Édouard Philippe d'avoir posé la première pierre d'un internat d'excellence ici même. Et ces internats peuvent se situer dans différentes parties de nos territoires et contribuer à leur épanouissement. Mais ce sont aussi des nouveaux projets, par exemple les établissements publics locaux internationaux, des lycées internationaux qui se créeront dans les prochaines années, qui se créeront dans des territoires souvent pour créer de la mixité sociale, pour créer du renouveau territorial, de l'attractivité territoriale. Je suis persuadé que par rapport au phénomène de la baisse démographique en milieu rural, il peut y avoir des stratégies de rebond, notamment par l'attractivité de l'école primaire rurale pour des jeunes familles qui veulent s'installer et qui voient dans des nouveaux modes de vie en milieu rural, et notamment par la qualité de l'éducation qui s'y passe, une raison de s'y installer. Mais c'est vrai aussi en milieu urbain, avec les mesures que nous prenons, comme celles que j'ai décrites pour l'éducation prioritaire, ou encore les cités éducatives, qui là aussi correspondent à un projet valable pour ce territoire, c'est-à-dire une capacité à donner des moyens financiers supplémentaires aux maires, aux chefs d'établissement, pour agir sur les facteurs extrascolaires de la réussite scolaire. Je pense notamment à tout ce qui contribue à l'épanouissement de l'élève sur le temps périscolaire, aux activités artistiques et culturelles, au sport, au contact avec la nature. Et là, c'est non seulement en tant que ministre de l'Éducation nationale, mais en tant que ministre de la Jeunesse, que je suis totalement mobilisé sur cet enjeu qui me semble essentiel. Nous ne devons donc pas succomber à un quelconque pessimisme. Nous avons les outils de la construction de notre avenir. Ces outils sont d'ailleurs de plus en plus puissants. Ils peuvent être puissants pour accentuer les périls, mais ils peuvent être aussi puissants non seulement pour éloigner les périls, mais pour bâtir une société comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire une société plus juste, une société aussi plus épanouissante pour chacun. On voit donc que nous sommes à la croisée des chemins, que pour cela il faut avoir le sens de la complexité des enjeux, le sens aussi du partage de la connaissance. Ce type de forum le permet, l'éducation en tant que telle le permet évidemment, et je crois que c'est le propre d'une société démocratique très évoluée, que d'être capable de partager ces enjeux et d'être capable de former ses enfants à assumer ces enjeux et à être acteurs de leur futur. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.